On vit quand même une époque assez étrange. Je veux dire, on a atteint un niveau de confort, de possibilités que nos ancêtres n'auraient même pas pu imaginer. On peut tout avoir, tout de suite. Et pourtant, il y a ce sentiment un peu partout, une sorte de fatigue collective, une flemme ambiante. On a l'impression que l'effort est devenu un gros mot, presque une idée suspecte. C'est un sacré paradoxe, non? C'est exactement sur ce paradoxe que s'ouvre la réflexion d'Olivier Babot. Dans son livre L'ère de la flemme. Exactement, et c'est ce qui va être au centre de notre conversation. Sa thèse, elle est assez percutante. On serait entré dans ce qu'il appelle les 30 paresseuses. Ah oui, Et attention, c'est pas juste un coup de gueule nostalgique du type C'était mieux avant». non, bien sûr. C'est une vraie tentative de déconstruire les mécanismes qui nous ont amenés, collectivement, à dévaloriser la chose même qui a construit notre civilisation, l'effort. Rupture civilisationnelle, ce sont des mots très forts. Est-ce que c'est pas un peu exagéré? Enfin, chaque génération a un peu l'impression que la suivante est moins courageuse. C'est une excellente question. Et c'est vrai. Mais ce qui est différent, selon l'analyse du livre, c'est que ce n'est plus une simple perception. D'accord. C'est un phénomène qui est mesurable et même culturellement valorisé. Le livre s'adresse justement à tous ceux qui le ressentent sans forcément mettre des mots dessus. Les parents? Les managers? Oui, les parents qui se demandent comment transmettre le goût de l'effort, les managers qui voient la motivation s'éroder, ou simplement quiconque sent ce ramollissement général et se demande d'où ça vient. Et la question de fond, elle est presque philosophique. Elle l'est totalement. En cherchant à fuir l'effort à tout prix, est-ce qu'on n'est pas au final en train de fuir la vie elle-même? D'accord, je vois le cadre. Et le point de départ du livre est d'ailleurs assez personnel, il me semble. Il explique qu'en tant que père, la seule chose qu'il interdit formellement à ses enfants, c'est la paresse. Oui, C'est frappant de se dire qu'une valeur qui paraissait si fondamentale il y a 50 ans doit aujourd'hui être défendue comme ça, comme une conviction presque radicale. exactement. Il part de ce constat intime pour l'élargir à toute la société. L'effort est mis au banc des accusés. Et l'élitisme, n'en parlons pas. L'élitisme, qui est la reconnaissance de l'effort et du talent, est devenu une insulte. Et on le voit bien dans le débat public. On a une tendance à célébrer la figure de la victime plutôt que celle du héros, celui qui s'en sort par sa volonté. Alors, comment on en est arrivé là? Il propose une chronologie, c'est ça, hein? La Hmm. fameuse succession des 30. C'est ça, c'est une grille de lecture très parlante. Après la guerre, on a eu les 30 glorieuses. Reconstruction, plein emploi, croissance folle. La croyance dans un progrès infini. Voilà. Puis, à partir des chocs pétroliers, on entre dans les 30 piteuses. Ralentissement, chômage de masse, fin des illusions. Et depuis 2005 environ? On serait donc dans les 30 paresseuses. Une période marquée non plus seulement par une crise économique, mais par une crise de la volonté. Et il a des chiffres pour étayer cette idée? Parce que ça peut vite sonner comme une simple impression, ce genre de théorie. Ah oui, bien sûr. Il ne se contente pas de l'impression. Il cite par exemple, pour la France, le temps de travail effectif qui est l'un des plus bas des pays développés. D'accord. Ou encore le décrochage du PIB par habitant par rapport à des pays voisins comme la Suisse ou les Pays-Bas. L'idée, c'est pas de faire un concours. Non, c'est de montrer une tendance. Précisément, montrer que ce refus de l'effort a des conséquences tangibles. C'est le symptôme d'un déclin qui n'est pas que matériel, il est aussi moral. Morale. Le mot est fort. Et est-ce qu'on a des exemples plus concrets dans notre quotidien de cette culture de la flemme? Ça doit aller au-delà des chiffres du PIB, j'imagine. Absolument, et c'est là que ça devient très concret et je trouve assez fascinant. Le livre pointe des phénomènes culturels, par exemple la tendance du bedrotting sur les réseaux sociaux. Oui, pourrir au lit, littéralement. C'est fou ce truc. Des jeunes qui se filment en train de passer leur journée au lit à ne rien faire. Et c'est présenté comme un acte de soin de soi, une forme de rébellion douce. On a tous connu cette envie de ne rien faire un dimanche, si humain. Mais là, ça devient presque un acte militant, une performance qu'on partage avec le monde. C'est le symptôme de quoi, au fond? C'est le symptôme de ce que l'auteur appelle la civilisation du canapé et du plaid. J'aime beaucoup l'image. L'idéal de vie, ce n'est plus l'aventure ou la conquête, mais le confort molletonné, l'absence totale de friction avec le monde. Et ça, c'est corroboré par des études, il me semble. Oui, tout à fait. L'étude de Jérôme Fourquet, par exemple, qui montre que depuis la pandémie, près d'un Français sur deux avoue avoir la flemme de sortir de chez lui. Ce n'est plus une simple fatigue alors? Non, c'est un projet de société implicite. D'accord, le constat est assez sombre. Mais pour comprendre pourquoi on en arrive là, il faut peut-être regarder d'où on vient, comment l'effort qui était si central a pu devenir l'ennemi à abattre.
Pour saisir l'ampleur du changement, il faut faire un petit détour par notre biologie. Et c'est une des idées fortes du livre. Au fond, nous sommes des machines conçues pour l'effort. C'est-à-dire? Notre métabolisme, notre squelette, tout en nous est calibré pour une activité physique régulière et endurante. L'équivalent de, disons, 15 000 pas par jour. Ce que faisaient nos ancêtres chasseurs-cueilleurs. Exactement. Donc, on est câblé pour l'effort, mais on passe nos journées assis. C'est ça le bug. Le bug fondamental. C'est ça. Pendant 99% de l'histoire de l'humanité, l'effort, ce n'était pas un choix, c'était une obligation. Il y avait 3 impératifs. D'abord, la survie. Le monde était dangereux, la nourriture rare. Voilà, l'auteur donne un exemple qui marque. Jean-Sébastien Bach a eu 20 enfants. 10 sont morts en bas âge. La vie était un combat permanent. Ça remet les choses en perspective. Deuxièmement, l'appartenance. Pour faire partie du clan, il fallait respecter des rites, des règles, faire des efforts pour s'intégrer. L'exclusion, ça signifiait la mort. Et enfin, l'accomplissement. L'effort était le seul moyen de construire, de créer, de laisser une trace. Et la modernité, finalement, c'est l'histoire de la victoire totale sur ces 3 impératifs. On a vaincu la faim, la plupart des maladies, et l'individualisme nous a libérés des contraintes du groupe. C'est exactement ça. La modernité, c'est une immense et formidable machine à économiser notre énergie. On a capté l'énergie du charbon, du pétrole, de l'atome. Pour ne plus avoir à utiliser celle de nos muscles. Tout à fait. Le problème, et c'est là que le piège se referme, c'est que notre cerveau, lui, n'a pas changé. Il est resté en mode économie d'énergie. Oui, ce qu'on appelle la loi du moindre effort. Dans un monde de pénurie, c'était une stratégie de survie géniale. Dans notre monde d'abondance, c'est devenu une recette pour l'inertie. C'est fascinant. On a donc un conflit entre notre environnement qui nous pousse à l'inactivité et notre programmation biologique profonde. Mais le livre identifie aussi des causes plus récentes, plus idéologiques, non? Oui, la technologie a créé, disons, les conditions de possibilité. Mais des mouvements d'idées ont transformé cette possibilité en un idéal. On pense à mai 70, forcément. Bien sûr. Il y a l'héritage d'une certaine lecture de mai 68. Le slogan « Jouir sans entrave » a été interprété comme un appel à la libération de toute forme de contrainte, y compris celle de l'effort. Au profit du plaisir immédiat. Voilà. Et puis il y a une autre idée très présente aujourd'hui, c'est la critique de la méritocratie. Ah oui, l'idée que le mérite serait une illusion, juste un moyen pour les dominants de justifier leur position. Si on pousse cette logique, à quoi bon faire des efforts? C'est un point central. Quand l'idée s'installe que tout est déterminé par les structures sociales, par notre origine, notre genre, alors l'effort individuel paraît dérisoire, voire naïf. À quoi bon se démener si les dés sont pipés d'avance? C'est ça. Et cette pensée, qui se veut émancipatrice, peut paradoxalement conduire à une forme de fatalisme, de passivité. Et puis il y a la dimension culturelle, j'imagine, l'impact des écrans, des réseaux sociaux. C'est un peu le coup de grâce. On est passé à ce que Bruno Patino nomme la civilisation du poisson rouge. C'est-à-dire des loisirs de plus en plus passifs. Massivement passif. Faire défiler des vidéos courtes sur TikTok ou Instagram, ça procure des microdoses de dopamine faciles, sans aucun effort cognitif. Ça remplace des loisirs actifs qui demandent un effort initial, comme lire un livre. Ou apprendre un instrument, ou même avoir une conversation un peu profonde. Les chiffres sur la chute du temps de lecture chez les jeunes sont terrifiants d'ailleurs. Terrifiant. On le sent tous ce truc. On passe 1 heure à scroller et à la fin on se sent vide. C'est l'ennui chronique dont parlait l'écrivain Aldous Huxley il y a déjà un siècle. C'est incroyable qu'il ait vu ça si tôt. Oui, il avait cette intuition géniale, que le danger pour l'humanité ne viendrait pas de ce qui nous fait souffrir, mais de ce qui nous procure un plaisir trop facile et qui nous vide de notre substance. C'est exactement ça. Il craignait que ces plaisirs prêts à consommer finissent par nous désapprendre le goût des joies plus exigeantes, mais aussi plus profondes. Ok, on a le diagnostic, les causes, mais au quotidien, ça donne quoi? Si on accepte cette culture de la flemme, quels sont les vrais risques, au-delà de se sentir un peu vide après une soirée sur les réseaux? Les conséquences sont partout. Dans l'éducation, par exemple, le livre décrit ce qu'il appelle une école Potemkin. Une école en trompe-l'œil. Voilà. Pour afficher des taux de réussite élevés, on a tendance à baisser le niveau d'exigence. On donne le bac à tout le monde, on évite les sujets qui fâchent. L'effort est parfois vu comme un facteur d'inégalité. Alors on préfère niveler par le bas. Plutôt que de tirer tout le monde vers le haut, oui. Ça se voit aussi dans les relations sociales, non? Cette idée qu'on n'a plus à faire l'effort de se tenir. C'est très visible. Ce qu'on appelait le savoir-vivre, c'était justement l'effort de ne pas imposer aux autres ses humeurs, de se comporter différemment en public et en privé.
Et aujourd'hui, on a une culture de l'authenticité. qui sert souvent d'excuse pour ne plus faire cet effort. C'est à la société de s'adapter à l'individu, et non l'inverse. L'individu devient le centre de tout, avec ses désirs, ses états d'âme, et le collectif doit s'y plier. Mais alors, il y a un truc qui me chiffonne. Si on fuit l'effort pour être plus confortable, on devrait se sentir mieux, non? Or, j'ai l'impression que c'est l'inverse qui se produit. On voit une explosion de l'anxiété, de la dépression. Est-ce que le livre aborde ce paradoxe? Il est au cœur de la démonstration. C'est le paradoxe le plus cruel de cette ère. Fuir l'effort ne nous rend pas plus heureux. Ça diminue notre tolérance à l'effort. C'est un cercle vicieux. Implacable. Moins on affronte de difficultés, plus la moindre petite contrainte nous semble une montagne insurmontable. On devient fragile, anxieux, incapable de gérer la frustration, qui est pourtant une composante inévitable de la vie. Ce qui nous amène à la partie plus solution, j'imagine. Si le problème est si profond, comment on en sort? La thèse centrale du livre, sur le plan pratique, c'est un renversement complet de notre vision des choses. Ils l'ont dit, l'effort n'est pas juste un moyen pénible pour obtenir quelque chose d'agréable. D'accord. L'effort est en lui-même une source de satisfaction profonde. Il cite Nietzsche, qui distinguait le plaisir de l'endormissement, qui est passif et fugace, de celui de la conquête, actif et durable. La joie de surmonter un obstacle. De maîtriser une compétence, de construire quelque chose. C'est ça. Il y a cette phrase dans le livre qui m'a marquée, elle est simple, mais elle retourne complètement à tête. Je pense savoir de laquelle vous parlez. Les décisions difficiles, Mène à des vies faciles. Les décisions faciles mènent à des vies difficiles. c'est celle-là. C'est tellement contre-intuitif. On passe notre vie à chercher la facilité, à optimiser, à choisir le chemin le plus court. Et on nous dit que c'est justement ça, le piège. C'est un renversement total de notre logiciel mental. Choisir la facilité, le canapé plutôt que le sport, le fast-food plutôt que la cuisine. Le silence plutôt que la conversation difficile. Exactement. Ça apporte un soulagement immédiat. Mais l'accumulation de ces décisions faciles construit une vie difficile. Une santé fragile, des relations superficielles, une faible estime de soi. Alors qu'à l'inverse, À l'inverse, faire le choix difficile sur le moment, l'entraînement, la lecture, l'effort de concentration, construit, brique par brique, une vie plus facile, plus riche et plus solide. et l'auteur utilise cette métaphore très parlante de l'effort comme un muscle. Oui, et c'est sans doute l'idée la plus optimiste du livre. Un muscle s'atrophie si on ne l'utilise pas, mais il se renforce incroyablement vite avec l'exercice. C'est pareil pour la volonté. C'est pareil, plus on fait l'effort de se mettre au travail, de sortir courir, d'apprendre quelque chose, plus il devient facile de le faire la fois suivante. On crée un cercle vertueux. L'effort n'est pas une ressource limitée qui s'épuise. Non, c'est une capacité qui se développe. Donc si je comprends bien, le vrai courage aujourd'hui, ce n'est plus tellement d'affronter un monde extérieur hostile, Non, le monde est devenu presque trop confortable. mais de s'imposer à soi-même des défis et des contraintes. Vous avez parfaitement résumé l'esprit du livre. C'est un plaidoyer pour réhabiliter l'effort, non pas comme une souffrance masochiste, mais comme la condition même d'une vie qui a du sens. Le véritable enjeu n'est plus de subir des contraintes, mais d'en choisir, Volontairement. pour se construire et ne pas se dissoudre dans la facilité. Et la conclusion du livre ouvre sur une perspective qui rend tout ça encore plus urgent, l'intelligence artificielle. C'est la pensée finale, et elle est vertigineuse. Jusqu'ici, on a parlé du travail, de l'effort intellectuel, physique. Mais que se passera-t-il demain, quand une IA sera capable de faire mieux que nous une grande partie de ses tâches? La question va devenir encore plus existentielle. Que ferons-nous de nous-mêmes? Le risque, c'est ce que l'auteur nomme une grande dépression de l'inutilité. Si même l'effort de penser nous est retiré, que nous restera-t-il? C'est une question absolument terrifiante et passionnante à la fois. Ça laisse avec une réflexion profonde. Dans un monde qui n'exigera peut-être plus notre effort pour survivre matériellement, la question ultime sera: quel effort choisirons-nous, délibérément, de faire juste pour nous sentir exister?